Quand notre esprit se défend, inhibition, symptômes et angoisse. Parfois, sans même le vouloir, notre esprit freine, bloque, ou détourne une partie de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il essaie de nous protéger. L'inhibition, c'est comme un frein intérieur. Ce n'est pas une maladie. C'est une pause que notre esprit s'impose pour éviter un conflit. On inhibe sa parole, sa marche, son désir, pour éviter de réveiller ce qui dérange au fond de soi. Mais parfois, le conflit intérieur est plus fort. Il déborde, et notre psychisme invente un compromis, un symptôme. Un symptôme, c'est un message codé. Une douleur, une peur, un rituel, qui vient dire ce qu'on n'arrive pas à penser. Pourquoi notre esprit fait-il ça? À l'origine, il y a l'angoisse, ce signal d'alarme intérieur qui nous protège du danger psychique. Quand une pulsion est trop menaçante, notre moi tire la sonnette d'alarme. Il refoule, il isole, il se défend. Par exemple, un enfant qui refuse de marcher peut vouloir rester petit, protégé. Un étudiant qui n'arrive pas à se concentrer peut craindre d'échouer ou de réussir. Un adulte qui développe une phobie des chiens peut déplacer sur eux des peurs plus anciennes. Étudiant qui regarde son bureau, découragé. Adulte effrayé par un petit chien mignon. À chaque fois, ce n'est pas l'objet extérieur qui fait peur. C'est ce qu'il représente, dans notre monde intérieur. Ce que Freud nous apprend. Freud nous rappelle que derrière chaque inhibition, chaque symptôme, il y a une histoire. Une peur ancienne, un désir interdit, un conflit oublié. Elle n'est plus seulement la peur d'un danger extérieur, comme celle du nouveau-né face à un monde inconnu. Elle devient angoisse morale. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être rejeté pour ce que nous désirons au fond de nous. La peur d'être puni pour ce que nous sommes. L'angoisse de la séparation d'avec le monde maternel devient alors angoisse de séparation d'avec soi-même. Peur de perdre l'amour de ceux que nous aimons. Peur de trahir leurs attentes. Peur de ne plus mériter d'être aimé. Ainsi, dès les premiers instants de la vie, l'angoisse inscrit en nous une dynamique complexe. Celle d'un être en quête d'un équilibre fragile entre ses désirs profonds et les exigences du monde extérieur. L'inhibition et le symptôme sont deux réponses différentes à l'angoisse et au conflit interne. L'inhibition est la forme la plus économique de défense. Elle agit comme un frein silencieux. Pour éviter d'être envahi par l'angoisse, le moi préfère bloquer partiellement certaines fonctions, étudier, aimer, parler, agir. Plutôt que de laisser le conflit remonter à la conscience et provoquer un déchirement interne, il suspend l'action. Il renonce à déployer certaines capacités, parfois essentielles à l'épanouissement de l'être. L'inhibition n'est pas une invention active, c'est une limitation, un appauvrissement. Mais lorsque l'énergie refoulée devient trop puissante pour être simplement bloquée, lorsqu'elle cherche par tous les moyens à revenir à la conscience, alors naît le symptôme. Le symptôme est une création compromise. Il transforme le conflit psychique en une expression déformée et souvent douloureuse. Il permet à la pulsion refoulée de s'exprimer, mais sous une forme détournée, acceptable pour le moi. Un symptôme peut prendre la forme d'une douleur physique sans cause médicale, d'une obsession qui envahit l'esprit, d'une phobie irrationnelle, d'une compulsion épuisante. Sous son apparente absurdité, le symptôme a toujours un sens. Il est la trace, codée et déformée, d'un conflit ancien qui n'a pas trouvé d'issue. Ainsi, l'inhibition et le symptôme sont deux manières pour notre esprit de réagir à l'insupportable. L'inhibition limite et retient. Le symptôme crée et exprime. Mais tous deux témoignent d'une même réalité, l'effort incessant de notre psychisme pour composer avec ses blessures, ses peurs, ses désirs, dans un combat intime, silencieux et souvent douloureux.